Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Disciples de Charles Gave où vous allez écouter ses derniers écrits publiés aujourd'hui même, oui, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, le 13 février 2023. Sur l'Institut des Libertés, je vous mets évidemment les liens en description. Cet article est intitulé La dérive des continents. Bonne écoute. Commençons par une anecdote que je sais vraie. Au début du siècle dernier, il y a une centaine d'années, un puissant homme d'affaires écossais décède et laisse à chacune de ses deux filles, encore jeunes, 3 millions de sterling or, ce qui était tout à fait considérable. Hélas, cet argent est déposé dans des trusts, et le responsable de ces trusts, le trustee, a comme instruction formelle de n'investir que dans des obligations de l'État anglais, les gilts, abréviation pour Gilt-Edged Securities. De 1920 à 1980, ces gilts vont perdre 98% de leur valeur. Et les deux héritières passeront de puissamment riches à vivant très modestement. Que s'est-il passé pour que cet homme, qui cherchait à protéger sa progéniture contre les incertitudes, se trompe aussi lourdement? Voici la réponse. Le pauvre homme, qui avait fait sa fortune dans une période stable de l'histoire, l'Angleterre du XIXe siècle, n'avait pas compris qu'aux périodes stables succèdent toujours des périodes de chaos qui servent à détruire les rentiers lorsque les systèmes économiques et politiques ne peuvent plus leur servir les rentes promises. Essayons de ne pas commettre la même erreur aujourd'hui. Pour cela, je vais essayer d'expliquer qui sont aujourd'hui les rentiers qu'il faut ruiner, puisque les débiteurs seront bien incapables de leur servir une rente. Commençons par le plus évident, les étrangers qui nous ont prêté de l'argent. Une balance des paiements est toujours à l'équilibre, et c'est même pour cela que cela s'appelle une balance. En fait, balance des paiements égale compte courant plus compte capital égale 0. Prenons les comptes courants français qui enregistrent en 2020 un déficit supérieur à 50 milliards d'euros. Les comptes courants incorporent les services et les profits faits par les Français sur leur investissement extérieur, et le déficit des comptes courants est donc inférieur au déficit de la balance commerciale qui est en train de dépasser les 150 milliards, tandis que notre production manufacturière est tombée au-dessous de 10% du PIB. Notre pays avait deux possibilités pour combler ce trou. Pour l'instant, j'exclus la livraison de l'or détenu par la Banque de France aux étrangers. C'est ce que nous vendrons en dernier recours. Première solution, vendre des actifs français aux étrangers. Deuxième solution, vendre des actifs étrangers détenus par la population française. Les actifs à vendre par les Français aux étrangers, avec qui nous avons des déficits, sont soit des titres de propriété, appartements à Paris, vignes dans le Bordelais, actions LVMH, soit des dettes émises par l'État français ou des sociétés françaises. Une grande partie de nos déficits a été financée en vendant des obligations émises par l'État français aux étrangers. Prenons donc le cas de la dette étatique, qui, comme chacun le sait, est à environ 125% du PIB de notre pays, et dont je sais que la moitié environ est détenue par des étrangers. Ce qui veut dire qu'environ 1200 milliards d'euros de notre dette sont détenus par des entités étrangères. Ce qui veut dire que des pays étrangers ont fait comme un homme d'affaires écossais. Ils ont essayé de se bâtir une rente pour le futur, et ce faisant, ils ont financé nos déficits extérieurs et intérieurs, ce qui nous a permis de vivre au-dessus de nos moyens. Passons à la réalité suivante. Pourquoi ces étrangers ont-ils pris la décision, il y a bien longtemps, de nous financer? La somme des comptes courants excédentaires ou déficitaires de tous les pays s'additionne à zéro, le globe ne pouvant être en déficit ou en excédent avec lui-même. Comme nous sommes en déficit, cela veut dire qu'il doit y avoir des pays qui sont en excédent et qui ont donc un excès d'épargne. Et donc, comme la balance des paiements pour eux aussi s'additionne à zéro, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils investissent leur excédent dans des pays déficitaires. Et qui sont ces pays excédentaires? Les suspects habituels viennent à l'esprit. L'Allemagne autrefois, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, la Chine, les pays producteurs de pétrole, les pays industriels d'Asie du Sud-Est, etc. Pourquoi investissaient-ils chez nous? Pour une raison très simple. D'abord, nous avions réussi à les convaincre que la France était un état de droit où la propriété était sacrée, ce qui était loin d'être le cas chez eux. Et ensuite, parce que les banquiers centraux sont des gens routiniers. Si tous leurs copains mettaient 40% de leurs réserves de change dans l'euro, eh bien, ils faisaient pareil. L'escroquerie intellectuelle comme un Ponzi ou la routine sont le lit de tous les désastres financiers. Or, qu'avons-nous constaté depuis que la guerre refait rage en Europe? Premier point, que les pays européens n'ont plus d'armée,
ce qui ne laisse pas d'inquiéter quand vous avez de nombreux actifs dans un tel pays. Deuxième point, que la politique étrangère de ces pays était conduite de Washington, et non plus de Paris, Berlin ou Londres. Troisième point, que les pays européens avaient complètement raté leur conversion énergétique, puisqu'ils retournaient à toute allure au charbon. Quatrième point, que le système productif de tous ces pays avait le coût du travail et le coût des réglementations les plus élevés au monde, qui se combinaient avec des endettements de leur État délirants, couplés à des démographies absolument catastrophiques. Dernier point, que la valeur de l'argument État de droit, entre guillemets, était nulle, puisque non seulement les avoirs de la Banque centrale russe, mais aussi les avoirs des individus russes avaient été saisis partout en Europe, sans autre forme de procès. Et du coup, la probabilité que les pays excédentaires continuent à nous envoyer le surplus d'épargne pour nous permettre de continuer à vivre noblement, tandis qu'eux continueraient à vivre comme des rats, me paraît comme extrêmement faible. Et même les banquiers centraux commencent à le comprendre. L'article ici présente un tableau comparant la rentabilité d'une obligation chinoise par rapport à une obligation française pour un investisseur qui aurait investi au 1er janvier 2000. En prenant une base 100, au 1er janvier 2000, celui qui a acheté une obligation chinoise au lieu d'une obligation française a gagné 20% en euros à la place de perdre 23,3%. La différence de performance en 3 ans s'établissant à 57%. Ce qui veut dire que les acheteurs d'obligations françaises ont pris une énorme claque depuis 3 ans. Ce qui ne doit pas enthousiasmer le Qatar ou les fonds de pension hollandais. Ce qui m'amène à poser la question qui fâche. Que va-t-il se passer quand tous ces braves gens vont décider de ne plus investir leur argent chez nous? Compte tenu de mon extraordinaire culture historique et financière, je vais essayer de résumer ce qui risque de se passer en caricaturant quelque peu, selon le genre de gouvernement que nous allons avoir après l'inévitable changement politique qui ne va pas manquer de se produire, quand les banques centrales asiatiques ou moyen-orientales ne prendront plus les coups de téléphone du Trésor français, cherchant à vendre nos OAT. Premier cas de figure. Imaginons que M. Mélenchon prenne le pouvoir. Nous irons tout droit vers les situations qu'ont connues l'Argentine ou le Venezuela. La monnaie s'effondre, les banques centrales sont fermées, entre guillemets, temporairement, l'usage du cash est interdit. L'une des premières mesures d'un tel gouvernement sera bien sûr de nationaliser les actifs des citoyens et des sociétés françaises en dehors de France, de bloquer les prix, d'instituer un contrôle d'échange, de s'emparer des actifs des caisses de retraite du secteur privé et d'instituer des cours de justice populaire pour juger ceux qui ne seraient pas d'accord. À mon avis, ceux qui pensent que M. Mélenchon pourrait être élu devraient déposer dès aujourd'hui les titres faisant preuve de propriété sur des actifs étrangers dans des banques en Suisse, dans la City ou à Singapour. Deuxième cas de figure. Le FMI est appelé, mais a immédiatement un énorme problème. Dans la trousse à outils du FMI, il y a la nécessité d'une dévaluation pour rééquilibrer les comptes extérieurs. Mais il y a l'euro, qui empêche toute dévaluation, qui n'est rien d'autre qu'une liquidation des rentes que nous ne pouvons pas payer. Comme le disait Rueff, citation, le taux de change est l'égout collecteur des droits non gagnés. Fin de la citation. Si nous restons dans l'euro, nous ne pourrons pas dévaluer les droits que les étrangers ont accumulés sur nous, et il faudra donc dévaluer les droits qu'une partie des Français a accumulés sur les autres. Entre parenthèses, dévaluation interne. Dans ce cas-là, il faut organiser une baisse profonde du niveau de vie, ce qui fut fait pour la Grèce et l'Italie en 2012. C'est ce que M. Macron est en train d'essayer de faire avec sa réforme des retraites, mais quand l'on sait que la dette non provisionnée pour payer les retraites des employés de l'État est de 5 000 milliards d'euros, on se rend bien compte que la réforme en cours revient à bien ranger les chaises sur le pont du Titanic en train de couler. Si nous sortons de l'euro et que le franc revenu à la vie baisse fortement, la France pourra se réindustrialiser. Les comptes courants reviendront à l'excédent et les citoyens français pourront racheter pas cher la dette détenue par les étrangers. C'est un peu la solution Thatcher 1979-1983. Résumons-nous. Dans tous les cas de figure, Grèce, entre parenthèses, Macron reste au pouvoir, Venezuela, Mélenchon, Grande-Bretagne en 1978, mais avec qui? Il ne faut rien avoir qui touche de près ou de loin au marché obligataire français, à la consommation et à l'immobilier en France. Or, ce qu'avait fait mon homme d'affaires écossais était d'avoir investi tout son argent dans des rentes qu'un État en faillite ne pouvait pas payer. Je reste totalement négatif sur tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une rente garantie par l'État ou le droit français. Car je ne crois ni à la capacité économique de l'État de me servir ma rente,
ni à la stabilité juridique que devrait garantir cet État. Fin de ce dernier article de Charles Gave. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.